études littéraires, juste avant qu'elle ne publie son premier recueil, Les Métamorphoses d'Ishtar. Une de nos professeurs, romancière et poète, a marqué le parcours de chacune, Monique Bosco. Nadine a co-dirigé en 2017 un livre hommage à cette femme exceptionnelle avec Claire Varin, intitulé Avec Monique Bosco. Elle co-dirige aussi la revue d'art et de littérature multilingue en ligne Mitra, qui vient justement de lancer son 4e numéro. Quant à Katia Grubisic, je l'ai connue en 2011 lors de notre participation à Livres comme l'air, événement du Centre québécois du PEN, d'Amnesty Canada et de l'UNEC, où nous étions jumelés à des écrivains, journalistes, blogueurs de différents pays du monde, emprisonnés pour leurs idées, leurs actions sociales, et où nous devions leur dédicacer l'un de nos livres. Par la suite, j'ai toujours revu Katia, femme pleine de dynamisme et de curiosité, dans différents contextes de traduction, de lecture et d'animation. Elle a entre autres animé le Atwater Poetry Project à la bibliothèque Atwater de 2009 à 2013. Je laisse la parole à l'animatrice Sonia Patnaud. Merci beaucoup, Diane. Alors, comme Diane l'a si bien dit, moi, j'ai presque rien à dire, puis j'ai presque envie de démarrer la chose tout de suite parce qu'on a une grosse journée. Et moi, je vais mettre les biographies, si vous le voulez, dans le chat. Et aussi, après l'événement, il apparaîtra sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Centre des arts de Stansted. Alors, sans plus tarder, si ça te va, Katia, on va commencer avec toi. Bien sûr, merci beaucoup Sonia, merci Diane, merci beaucoup à Gabrielle Savetier aussi et au Centre des arts de Stansted pour l'accueil et pour ces belles animations, ces beaux rassemblements cet automne et qui continueront, je l'espère, durant l'année. Je vais lire principalement en anglais aujourd'hui, j'écris en anglais. Je traduis de l'anglais, parfois du français. Je vais aussi lire deux poèmes en traduction à la fin en français. So the first poems I'm going to read were published a few years ago in a magazine out of Newfoundland called Riddle Fence. The first one is called Museum of Nostalgia. And Museum of Nostalgia was a real place that I actually saw from the outside. I didn't go in, it was closed, of course, as one would think that a museum of nostalgia would be. And it was in this small town in the Yukon, in the middle of really nowhere. And very perplexingly, as sometimes happens in English, there were inverted quotes around the of, so Museum of Nostalgia, for reasons that completely escaped me and the gods of grammar. So this is what I imagine to be the Museum of Nostalgia. True thing, and we were there, juggling 3 bourbons and a whole heritage of spruce. Lounging under the bar art, we could have been with any number of gangsters 100 years ago, or waxing nostalgic after a hard day shooting buffalo from trains. The paneling, the frosted glass so misty with smoke, it was enough to make you not see very well. Lost movie stars, a jackass in leather pants, and a misdemeanor of facial hair, coddling the baby dolls. The slur all we can forgive, at least until the pining runs out. Your name might have been knifed into saloon doors, but even to you, the barman wouldn't reveal the secrets of the sordid and the so-and-so under the Coolidge with the dogs playing pool. Someday we'll write sorry standards about this, dine out on stories pride from minor lies and bush league betrayals. I'd heard lots about you, the late night knocks on the glass as we straddled each other, our belts clanging lazily. We could barely help it, and now where have we gone? You're cowering under the tented bones of long extinct bison. I'm nursing dreams of us, sharking pooches for their hard-earned felt. It was serious then. I was there, and yes, I wanted the exquisite gilt on the leatherette. Un autre poème de cette même revue de Terre-Neuve, donc, Riddle Fence. This is called Secreting. I have a secret, and here is a vessel, lit by morning as the light bolts in.
It surprises us each time, blind against the night's apparent lucidity. Leaves are already decomposing on the rug, the deranged furniture, wings half unfeathered, the brocade of sinews, glass, and clothes no longer in play. On the ground is a box, vault caught in clawed branches, its lining carved of raw silk. Ingrained in the pink heartwood, come hither lapis is winking something wise, something I can't quite put my finger on. Inside, there is the man, the woman, their palpable animal circling. There is certainty for a moment in their fishhook eyes. Everyone can see the quick catch of unambiguity. They will reinvent the silk's brush bristle, one way, the other, rub up against it for the rest of their lives. Then she is a widow at the grave, photographed through a racket of trees, unwitting. And a girl much younger, bent over and reaching for some way to say, I know, I don't know, but when you've held my face like a bronze Pandora, these calibrated parts, the customs of seduction, shame, they fell away, they fall. Will I push off into the silk folds among the bits of sad and shards of hope? Hard to decide what to hold and what to secret away. The smell of you on me on the morning. I could close the box in any manner I like, run away with it down the river when it rises, and when it's time, I'll emerge, say, here are little bits of me. Thank you for being there to catch them, by happenstance, design or otherwise. Maybe lost things, maybe the last. Ça me semblait approprié cette année où tout ce qui survient, tout ce qu'on touche semble mal tourner, de lire un poème sur la boîte de Pandore. This last poem from Riddle Fence is called Fishing. It is the fishing hour. The lake is deep and full. All concentric shine as smoke rings rise from where the fish prepare their meals. Down there, they wear tiny aprons, don't fish the cook, and patterns of boobs or tuxedos. They slice the surface sharp as knives and as brief. And we hope for their sakes that they swallow the fritters and flies that are at that second completely alone. Each evening, I watch the sun until it's set, without the man who would be fishing. He would be alone on the edge, gathering the sun's last belting warmth, casting and casting. Our slow work of dinner, an exercise in carpe diem, seize the day, the fish. An exercise in appreciation. The lake is deep and wide, and I can watch his arms without me in them. The long integral arc of his toss, his shifts as I hold the lack of him. Could this be a love poem? Or just the quick rows of civilization in the woods, wet grass behind the pump house, the sunspots spoored behind our eyes. We catch the flicker and merely borrow, turn over the evening, never leave our hooks in it. Je vais lire un autre poème durant cette petite partie, puis après je céderai la place à Nadine, avec qui j'ai l'honneur et le plaisir de lire aujourd'hui. Et dans la deuxième partie, je pense que pour être un peu peut-être plus brève, je vais lire deux extraits ou un extrait de mon premier recueil, mais je vais vous laisser voter sur lequel vous voulez que je lise. Donc, if you would like to vote in the chat, I will then choose based on your selections in the second half of the set, in the second mini set, whether you would like me to read a poem that alludes to Leonard Cohen or a poem
that is based on the William Carlos Williams Plums in the Icebox poem. So I will let you choose, either you can vote for the Williams or vote for the Cohen in the chat, and then that will be the deciding factor for my second set. Excuse me. The last poem I'm going to read in this set was a poem that was written a few years ago. The journal, the English language poetry journal CV2, which is based in Manitoba, has a contest every year called the 2-day poetry contest. And so you sign up, and on the Friday night, they send you 10 words by email that you've never seen before. And usually they're words that are impossible to work into a poem, like gyroscope or something like this. And then you have to write a poem with those 10 words, and you have 48 hours to do it. And so this poem won that year's CV2 48-hour poem. And actually, I was looking through it, and I don't remember what the 10 words were that I had to weave into this. Somehow, I guess they worked, or the poem absorbed them well enough. So, excuse me. This is called Flammable Rabbits of Stockholm, and the imaginative trigger, or the real life event that brought it about, was I had read somewhere that Stockholm had this kind of plague of rabbits in the city. There were rabbits everywhere doing what rabbits do, and therefore being everywhere. And they had decided to cull them, to kill the animals, and being very efficient, they had decided to use the bodies to create heat. And so this seemed to me to be one of these sort of, horrible things that humans do, and it seemed good material for a poem. So, Flammable Rabbits of Stockholm. What this party needs is the 20th century. Remember me? This is not a story. A Reuters scoop and grim retorts. Anti-polymer. Pro-bunny. Pro-messy medieval paintings. Temporary booths selling t-shirts of family crests with rearing, salient bunnies. Reared for this too late fame. For the glory of the close-up. Their rabbiting had made them eager to pose. Grand entrance, delicate pan, delicacy. Do the Stockholmites know where their baseboards are buttered? Do they wend, pipered by gore, to gather at the countdown clock? Eager or bored, and perhaps there is a special rabbit pelleting apparatus. But this is nothing against the good Swedes. The obscene intimacy is that we are where they are. Intimacy is what we were doing when we invented pronouns. Do they know? Do they cross themselves? Will it be beautiful? The towering burn among the refineries in the harbor, where flames abrade the sky like a wrist. You don't know what it's like. Fearsome. They deface the tulips. They shit. Their ears make us feel funny. What this party needs is a little outrage. The polite lie call over the shared city. You see what I see. Oh, the comforting mid-disposal tickle of guilt. Already dead, refusing to die. Does the char coalesce into special rabbit logs? Every year in Stockholm, wild rabbits are shot and their bodies burned for fuel. October rattles up with a garrulous wheeze, stomping for the blur, the tarry runoff, for the white coats of animals charging forward as the year does. Some bodies will produce unused heat. Of course we cry. Death empties us like a hallway. Nothing happened here. Merci. Et sur ce, je vais clore donc la première partie de ma lecture et céder la place avec beaucoup d'anticipation à Nadine Taïf. Merci, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier Diane Regenbald qui m'a invitée à cette lecture et j'en suis très honorée.
Diane, et je voudrais aussi remercier les organisations de Centre Stantet pour toute l'organisation. Voilà, Diane, puisque tu as parlé des métamorphoses d'Ishtar, ça me donne l'idée de lire le poème que j'ai dédié à Monique Bosco, et j'avais écrit dans ses cours. Vous savez qu'il y a eu récemment au Liban une catastrophe terrible, et ce poème qui avait été écrit pour la guerre, après la guerre du Liban, était de nouveau, si vous voulez, il résonnait encore. Donc je vais vous le lire. Cet extrait des Métamorphoses d'Ishtar, c'était justement ce premier livre. Aujourd'hui, j'ai vu comment meurt une ville. Et j'ai été abandonnée et je suis partie et de rien. Et je reviens d'un long voyage. Mais par où? Par où commencer? Par où? Je commence par la mort, de ce récit qui prend la forme de la misère. Je vous conte une histoire concernant des oiseaux. Une histoire, un conte, une odyssée. L'odyssée du phénix, Madame. Ou comment aime le phénix, avec ses flammes, avec ses feux, lorsqu'il n'y a plus de dialogue possible et que rien n'exprime mieux l'amour que le désir, lorsqu'il se jette et lorsqu'il flambe, à la manière ardente du feu, qui parle, qui hurle, qui parle. Je vous raconte ce que j'ai vu dans mes yeux, du murex et de la pourpre. Et une terre libanaise qui aime, brûle, aime et embrase la mer. Hurle, Byblos, hurle contre tes bibliens, contre le sacrifice de l'enfant, contre le crime demeuré impuni. Tes montagnes, tes cèdres se soulèvent et se souviennent. Et que la foudre frappe le temple de Salomon. Et que le feu consume les lèvres d'Ézéchiel. Qui envahit ma vie éternelle? Contre le vent brûlant se lance Artémis. Contre le sanglier qui a tué Adonis. Contre le lion ailé se lance Astarté. Contre la prostituée sacrée, vers les eaux rouges des enfers d'Ishtar, vers celle qui se scalpe en mémoire de son fils. Que celui qui a été coupé se venge, que celui qui ne meurt pas se venge, que tremble la terre de terreur et que se déchaîne Byblos. Son buisson d'épines devient roi et le vent du désert dévore sa toison verte. Le phénix se meurt et la pourpre du murex, sur ses ailes, sur ses os, embrase la mer. Le rire de l'eau. J'ai couru après l'instant, comme l'eau, il filait entre mes doigts, les yeux tournés vers l'ailleurs. J'oubliais d'y goûter. De loin, je surprenais son sourire de 1000 ans. Lourde de vie, l'eau était un éclat de rire. Alors, je suis restée seule avec la mémoire de son rire. J'ai poussé les êtres au bord de leur abîme. Cruel, j'ai exigé qu'ils regardent dans leur corps à la limite de l'horreur. Ils m'aimaient et m'en voulaient. Personne ne m'avait appris à vivre. Et comme sur une peinture chinoise, trop d'eau sur mon pinceau a fait des taches irréparables. Ma peinture inachevée, à présent, personne n'en veut.
Le livre des dunes. Tous les livres sont publiés chez le Norrois et les deux premiers étaient chez Guernica. Je vous lis donc un conte poétique, Soleil de grenade et sourire de lune. Cruel le silence des séparations, car il n'y a pas de mots pour exprimer les silences. Elles allaient, ivres de leur présence, aveuglées de lumière, funambules au-dessus de l'impossible. Sourire de lune n'attendait que soleil de grenade réchauffe à nouveau la terre de ses rayons, mais la terre restait sèche et infertile, et sans espoir. Le sans-espoir étiolé sourire de lune, il ne lui restait plus rien de son sourire. La lune avortait de ses os. Impuissante, j'assistais à la séparation de la lune et du soleil, entêtée à vouloir les unir, choisissant la pleine lune, pâle reflet dans le matin blême. Comme un acteur maladroit, Icare s'illusionnait de voler. En réalité, il ne voulait qu'apprendre à tomber. Soleil de Grenade avait décidé qu'une saison entière, elle priverait la terre de sa présence. Sourire de lune savait, par intuition, que l'hiver, elle serait privée des rayons du bonheur. Elle devenait consciente de sa responsabilité envers les eaux, les plantes, les marées, les accouchements et la vie et la mort. Cette responsabilité la terrifiait, maître de son destin et du destin de la terre. Soleil de Grenade pouvait, par folie, enflammer les forêts. Elle exaltait le visage endolori de Sourire de lune. Elle la sortait de sa torpeur mélancolique. Dans un même ciel, elles dansèrent avec folie un jour de nouvelle lune, sans s'éclipser l'une l'autre, goûtèrent au pain béni de vie, au tumulte délicieux de ténèbres, dans la terreur et dans la joie, s'unirent dans le ciel noir flamboyant. Une nuit de grande chaleur, le soleil et la lune ne craignaient plus leur étrangeté. Ces nuits, trop rares pour être vraies, ressemblent à un rêve, une illusion. Le silence, aux racines du bonheur de l'arbre, lui souffle sa force. Au fond de la terre, les poumons de l'arbre respirent le secret de l'amour. Sourire de lune, après un rire sans précédent, était rentrée chez elle, lire quelques pages du grand livre gargantuesque de Soleil de Grenade. L'appétit de Soleil de Grenade l'étonnait, résonnait dans son corps labouré. Frémissante, émue, secouée au tréfonds, elle n'avait plus besoin de dormir pour rêver. Le vaste rêve, le jour, la lune, unie au soleil, dans la constellation du Cancer, dévoilait sa face. Cette nuit, la lune n'avait jamais été autant aimée par le soleil. Imprudent de vivre une nuit de délices, l'instant tourmentera d'absence la mémoire de Sourire de lune. Elle revivra 100 fois en pensée sa nuit d'amour. Comment survivre au-delà d'une simple invitation à danser? La terre, heureusement, ne sut s'arrêter de tourner. Qu'aurions-nous fait sans l'ivresse de la terre?
Merci Nadine, j'adore ce poème sur Icare. Super belle lecture, merci. Comment suivre ça? Eh bien, je vais suivre ça avec un poème de quelqu'un d'autre. Donc, William Carlos Williams a battu Cohen à plat de couture, malheureusement, dans le chat, comme vous l'aurez remarqué. Et alors, je vais lire un poème qui est une réponse ou une variation sur le poème bien connu de William Carlos Williams, le poète américain, This is Just to Say. Williams écrit I have eaten the plums that were in the icebox and which you were probably saving for breakfast. Forgive me, they were delicious, so sweet and so cold. Mais le poème qui fait référence à Cohen, en fait, s'appelle Baffled King Collage. And that poem and the Aaron, the response to the Williams can be found in What If Red Ran Out. So you'll just have to buy the book. Errand. I went into the evening to get plums and ginger. It seemed suddenly important, and I walked through the drifts and wafting snow. The streets quiet but for cars mewling their wheels, and the whistle of a Vietnamese cook in the alley. Was it the ginger for your tea, my love, sick in bed? Or the blizzard, churlish and stark, its redundant explanations? And finally through the park with my plums, the ice under me, so thick and so cold. Je vais terminer par deux poèmes en traduction. Excusez-moi. En français, le premier s'appelle Requin. Je l'ai auto-traduit, chose que je fais très rarement, parce que l'autotraduction demande une compréhension de l'original que parfois les poètes n'ont pas. Mais bon, celui-là, je l'ai fait quand même moi-même. Donc, c'est un poème Requin qui parle un petit peu des vestiges qu'on trouve dans la vie de nos ancêtres quand on commence à passer à travers ce qu'ils nous ont laissé et les surprises qui peuvent parfois survenir. Donc, Requin. Plonger en apnée en marais, par exemple. Collectionneuse de ressacs. Si l'on veut un loisir coûteux dans la vie, vaut mieux qu'il soit inexplicable. Je vais errer dans un état semi-désertique, à la recherche de miettes de météorites. Et si par malheur c'est le fermier qui en trouve en premier, il ferait mieux d'être armé. Je cacherai mon fouillis spatial avec mes passeports, mes bijoux, tous ces secrets déterrés après ma mort, les enfants de mes enfants penauds, vestiges de cette vie ou l'autre, ce voyage au Mexique avec les fameux Italiens, leurs poches pleines de capotes mal intentionnées, et les tortues pondant, bon gré, mauvaise marée, dans le sable protégé, pauvres Italiens. Ou peut-être qu'ils sont des souvenirs d'un cauchemar, le vrombissement de blanc, blanc aveugle, blanc, et partout à la fois. Nageurs calmes en lac serein, nous t'entendons. 10 sur 10. Tes jeunes rêves de vieille. On veut tous nager avec les requins. Les requins baleines, les gros. Dans la vraie vie, ils sont gros aussi. Celui-ci s'appelle Nuit des nuits, en anglais Night Fantastic, et c'est une traduction en fait de Daniel Canty, le poète-écrivain québécois, qui me l'a très bien rendu, et mieux rendu en fait en français, je crois, qu'en anglais. Night Fantastic, Nuit des nuits. Prenez le siège arrière, l'agencement compliqué, le jambage si étroit qu'il peut pincer de maladroit. Épinglez votre dentelle, vos bottes de biche, votre voluptueuse répartie. Prenez vos remèdes usuels à l'ennui, votre toupet, votre petite croûte. Il y a de la place dans ce mensonge pour l'artifice.
Prenez votre nourrice, pourquoi pas la voisine qui vous reluque entre les rideaux. Prenez vos rideaux, vos concertinas, toutes les concertinas. Ils ajouteront tous au fardeau de la preuve. Prenez la spirale, les fractures, le regard complice, le moment décisif. Prenez votre pari caché, du méticuleusement fait main, l'équipe nationale, une situation qui s'aggrave et qui s'aggrave. Prenez vos deuils, votre alcoolisme, celui de votre femme. Prenez votre vie, votre camion de déménagement, votre défaite, vos yeux de cow-boy, et faites tomber la nuit des nuits. Le monde est minuscule, barbu de glace. Ce soir, les objets perdus n'acceptent rien. Et nous sommes vôtres, grandes dames aux sourcils froncés et aux genoux éraflés. Nous ne parlerons plus à la première personne du pluriel. Plus jamais avec notre amour. Maintenant, le monde n'est que champagne à mes pieds. The world is champagne at my feet. Et je crois que je vais finir là, en fait, pour laisser un peu de temps aux questions. So if anyone has any questions, I know Nadine and I'd be happy to entertain them afterwards, but I'm going to stop my reading there. And thank you all very much, especially Nadine and Diane, Sonia and Gabrielle, de nous avoir invités. C'est très beau. Merci, Katia. Je poursuis donc avec un extrait de Rien de mon errance. Était-il amérindien? Qui douta qu'il écrivit, qu'il fût instruit, qu'il n'était pas amérindien? Un mendiant est trouvé mort de froid au coin d'une rue à Montréal. Dans ses poches, des manuscrits froissés. Exilé, il aurait vu ce qu'il n'aurait dû voir, comme Ovide, Mandelstam, Dante, errant à travers les siècles à la recherche des lieux de ses expulsions. Celui qui fut un riche commerçant, honoré, adulé dans son pays, était jeté hors de chez lui comme une ordure. Quel crime avait-il commis? Tu iras, lecteur, avec lui aux sources des croisés qui voulurent effacer Byzance. La caravane passe-t-elle encore par Byzance? Non, Byzance n'est plus. Venise s'est enrichie depuis. Byzance n'était déjà plus quand Venise s'était enrichie. Des cris déchirent le ciel. Ce sont ceux de la mouette. Les mendiants sont muets dans les rues de Montréal. Leur voix étouffée par les chutes de neige, inaudibles. Les mots qu'ils confiaient au papier sur les écorces de bouleau, sur les paquets de cigarettes, sur les papiers de tabac roulé, son histoire devait s'écrire, car personne ne l'aurait fait à sa place. Les manuels d'histoire avaient ignoré la sienne, et celle de son peuple, et celle de son ami, l'Amérindien, à qui l'on avait coupé la langue. L'Amérindien avait tout donné, et sa terre, et ses mœurs. Il déambulait comme lui, dans les rues de Montréal. Il s'asseyait aux portes des supermarchés, main tendue, aux passants. Tiens, une femme arabe passe. Elle ouvre son sac de provisions et lui tend des fruits. Il plonge sa main, reconnaissant, et en sort une poire, une pomme, des croustilles. Dans le ciel froid, la lune éclaire la nuit noire. Elle est pleine, éclatante de lumière. La blancheur laiteuse d'une pleine lune de décembre, dans la froidure, quand elle perce les nuages qui courent sur son visage voilé. Sa nudité est troublante, un œil de vérité dans la nuit.
Je traîne dans les rues, j'écris sur une pierre. Les chants me viennent des miséreux, des naufragés. J'ai refusé les trônes et les palais. Je n'ai plus qu'un tronc d'arbre gelé pour appuyer mon dos osseux. La vie défile sous mes yeux. J'assiste à la disparition des êtres les plus chèrement aimés, les uns après les autres, s'égrènent les peuples qui un jour se sont entretués, sans vainqueur ni vaincu. Je termine avec un poème paru dans le film de Egershaf. C'était le chemin de Roxham, les réfugiés du chemin Roxham. Je l'ai intitulé Venise en Québec. Nous sommes venus aux frontières américaines pour voir ce qui s'y passe. Comment entrent les réfugiés, par quel chemin? Nous sommes venus voir ce qu'on appelle le chemin Roxham, ou plus communément le chemin. Il y eut un jour un tunnel par où les Mexicains rampaient vers la lumière, un jour d'été ensoleillé, écrasé de lumière. Nous sommes venus voir les ténèbres. S'ils arrivent essoufflés, s'ils arrivent meurtris, s'ils arrivent écrasés par le fardeau de leur passé, le cœur tout bosselé, s'ils arrivent en grand nombre ou bien par petits groupes, est-ce des familles? Est-ce des individus solitaires? Y a-t-il des enfants? Y a-t-il des bébés? Ont-ils soif? Ont-ils faim? Nous sommes venus voir comment se déchire la frontière, comment les identités traversent le miroir, comment l'écran de cinéma se déchire, comment le sous-bois les dissimule et les protège, comment des ancêtres veillent sur eux et le vent est là dans le feuillage des arbres pour étouffer, camoufler leurs murmures, couvrir leurs chuchotements dans toutes les langues et n'ayant pour écho que les langues autochtones. Il y a le sol pleureur qui leur offre un rideau de feuillage vert tendre et le peuplier qui se met à pousser des cris d'acclamation. Quelques buissons touffus aux bois ardents et qui craquent tout seuls sous leur passage. Il y a l'aigle aux ailes écarquillées qui fait la sentinelle et leur donne le signal de passage. Passez, il n'y a pas de danger. Fuyez, vous pouvez vous infiltrer. L'accueil ne sera pas violent. Les branchages ouvrent pour vous leurs bras. Merci, Boop. Merci beaucoup à vous deux. Me revoilà. Bonjour. Alors, comme Nadine et Katia, s'il y a des questions, on les prendrait dans le chat. Mais moi, je sens qu'il y a des gens qui aimeraient beaucoup entendre le poème auquel Katia a fait allusion plus tôt concernant Cohen. Est-ce que je me trompe? Je ne crois pas. Alors, si vous avez des questions, vous les ajoutez dans le chat. Mais je vois déjà qu'on réclame le poème sur Cohen. Alors, Katia, si tu pourrais reprendre la parole, ça me fera plaisir. Réclamer, c'est beaucoup dire, je trouve, mais bon, mais d'accord. Baffled King Collage. What if the things we fear are Leonard Cohen covers, or coats made of chagrin, well worn and unintentionally the right size? What if a peculiar scarcity of bell tollers left coppery Gothic whistles stunning the city? What if red ran out? What if it ends up just you and me and another hallelujah? Not much godly about it. And those slit cardboard eclipse things are no good, and we are condemned to suffer a dreadful fate, ambling around half blind in this coat we hadn't anticipated. Unwilling to toss it casually, as if we did this all the time, over the lone, lonely tree, in case its branches
refuse to bend as much as we want. Et voilà pour Leonard Cohen. Merci encore. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié. Alors, à ce moment-ci, je vais laisser la parole à M. Gabriel Savdy. Gabriel? Gabriel, je crois qu'il faut seulement allumer votre micro et tout va bien aller. I did. Okay, but I want to say how much I appreciated this move. It's not responding. There it's, no. Now, it wasn't responding. I want to say how much I enjoyed, how wonderful it is each time we have our readings to come out with such wonderful feeling of enrichment from the poetry we hear. And today was no exception. It was very wonderful and special. And thank you. Thank you so much, Katia and Nadine. Shukran. Thank you so much. And je voulais dire qu'en effet, je nous considère vraiment chanceux d'avoir, en 3 mois, réussi à accueillir une telle sélection riche de poètes dans la série de lectures. En effet, je vous souhaite à tout, de la part de Centre des Arts de Stansted, des vacances joyeuses, malgré les restrictions et les défis de la pandémie. Ainsi Dieu, hein. Espérons que la vaccine arrivera bientôt et à nous tout libérer bientôt. Okay. We will be back in the new year on the 16th of January with Laure Morali and Isabelle Miron. And on this January the 30th, it'll be Tanya McIntyre and Marjorie Brummiller. So we can look forward to another season as of January. And I really wish you all so well. And we have to carry on. This poetry thing is wonderful, really wonderful. I can't tell you how much I appreciate the great richness of the poetry we've had, and the wonderful people who I can see who are actually attending what happened here. Okay, so thank you.